Quand on regarde l'histoire, il faut regarder toute l'histoire. Et la France n'oublie pas les violences qui ont été commises au Cameroun après l'indépendance par ses propres forces contre des éléments indépendantistes. L'extrait du discours que vous venez d'écouter est celui de François Hollande, ancien président français. Dans son discours, François Hollande reconnaît la répression française contre les indépendantistes camerounais dans les années 1950 et 1960. Hollande a parlé de répression, mais dans les faits, ce n'était pas une répression, c'était bel et bien une guerre. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un complot. Un complot qui est né durant cette guerre. Un complot utilisé par l'État camerounais pour diviser le peuple camerounais. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue parmi nous. Je m'appelle Linda et sur cette chaîne, nous parlons de l'histoire politique du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les origines du complot Bamileke. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Cameroun comporte plus de 250 ethnies. Et le peuple Bamileke est une de ces ethnies. C'est une ethnie originaire de l'ouest du Cameroun. La théorie du complot Bamileke naît dans les années 60. Selon cette théorie, les Bamileke complotent pour prendre le pouvoir au Cameroun sur le plan politique, économique et religieux et pour mettre le reste des Camerounais sous leur domination. Quoique dans les années 60, la théorie se focalise beaucoup plus sur le fait que les Bamileke veulent conquérir le pouvoir politique. C'est dans les années 80 que la théorie du complot Bamileke va muter. Dans les années 80, on ne parle plus seulement de la volonté des Bamileke de conquérir le pouvoir politique, mais aussi de leur volonté de conquérir le pouvoir économique et le pouvoir religieux. Mais bon, revenons aux années 60. Que se passe-t-il exactement au Cameroun dans les années 60? Il y a une guerre. Il y a une guerre entre le gouvernement d'Amadou Ahidjo, la France et l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, un mouvement politique, nationaliste et indépendantiste qui refuse de se soumettre au régime pro-français d'Amadou Ahidjo. Depuis 1919, le Cameroun était administré par deux puissances coloniales, la Grande-Bretagne et la France. La partie francophone du Cameroun, celle qui avait été administrée par la France, devient indépendante le 1er janvier 1960. Mais c'est une fausse indépendance. Les colons français n'ont pas l'intention de lâcher leur main mise sur le Cameroun. C'est la raison pour laquelle ils mettent au pouvoir Amadou Ahidjo, un Camerounais qui leur avait assuré sa fidélité. Un Camerounais qui devait servir leurs intérêts. De l'autre côté, on a ce mouvement politique nationaliste et indépendantiste appelé l'UPC. L'UPC qui se bat depuis quelques années pour libérer le Cameroun de la colonisation britannique et française conteste le régime d'Ahidjo, car le régime d'Ahidjo est au service de la France. L'UPC voulait pour le Cameroun une véritable indépendance. Il y a donc cette guerre que la France et le régime d'Ahidjo mènent contre la rébellion de l'UPC. Une guerre secrète très peu médiatisée qui commence bien avant 1960 et qui va se poursuivre jusqu'au début des années 1970. La guerre n'est pas menée sur l'étendue du territoire camerounais. Dans les années 60, les zones de conflit sont dans le département du Mungo, le département du Vouri, en Sanaga-Maritime et à l'ouest du Cameroun, la région d'origine du peuple Bamileke. L'UPC avait installé ses maquis dans ces 4 zones. Puis le conflit va de plus en plus se concentrer autour de la région de l'Ouest, la région d'origine des Bamileke. Le régime d'Ahidjo se sent menacé par la rébellion de l'UPC, notamment celle qui a lieu à l'ouest du Cameroun. Le régime va développer une forme d'obsession pour les Bamileke. Et il accuse la population Bamileke de soutenir la rébellion de l'UPC. Il y avait dans la population Bamileke de l'Ouest des personnes qui soutenaient l'UPC, comme il y avait aussi dans cette même population des personnes qui ne les soutenaient pas. Mais bon, le régime d'Ahidjo suspectait toute la population Bamileke. Je dois préciser que certains membres de l'UPC sont Bamileke. L'UPC était un mouvement politique qui réunissait diverses ethnies. Il ne faisait pas de discrimination. Au milieu des années 60 jusqu'en 1971, le leader de l'UPC est Ernest Ouandjé, un Bamileke.
Wandje prend la tête du leadership de l'UPC après la mort de Félix Moumié. Félix Moumié était de la tribu Bamoun. Il meurt en 1960 en Suisse, empoisonné par un agent de renseignement français. Avant Félix Moumié, la personne qui incarnait le mouvement nationaliste et indépendantiste de l'UPC était Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé était issu de la tribu Bassa. Il est assassiné au Cameroun en 1958 par les forces coloniales françaises. C'est dans ce contexte de guerre entre la France, le régime d'Ahidjo et les rebelles de l'UPC que le régime d'Ahidjo va tomber dans la dictature. Le régime devient aussi paranoïaque. Ahidjo veut à tout prix consolider son pouvoir et il commence à voir des complots de déstabilisation de son régime. Ahidjo avait installé dans son régime des hommes politiques bamileke, des hommes qui avaient une certaine influence dans leur région d'origine, c'est-à-dire à l'ouest du Cameroun. Des hommes considérés comme des élites. Ahidjo les avait placés dans des postes clés pour les surveiller parce que c'étaient des hommes influents. Il voulait s'assurer que ces hommes lui étaient fidèles. Ahidjo obligeait aussi ses élites bamileke à convaincre la population bamileke de l'Ouest de ne pas se rallier à la rébellion de l'UPC. Comme je vous l'ai dit, le régime d'Ahidjo va devenir paranoïaque. Le régime va donc accuser certains hommes bamileke de comploter contre lui pour prendre le pouvoir. Le régime d'Ahidjo ne dira pas tout simplement qu'il y a eu un complot. Il dira qu'il y a eu un complot bamileke. Donc vous voyez là que le régime donne une certaine dimension ethnique au complot. En 1966, Victor Kanga, un bamileke, ministre de l'Information et du Tourisme, est arrêté et accusé d'être le cerveau d'un complot qui vise à renverser Amadou Ahidjo. Les accusations que Victor Kanga nie. L'affaire Victor Kanga va ouvrir le chemin à d'autres supposés complots bamileke. Des élites bamileke sont arrêtées et torturées par le régime d'Ahidjo. Il n'y aura pas de preuves tangibles de l'existence d'un complot ourdi par ces différentes élites bamileke pour faire tomber le régime d'Ahidjo. Ce qui laisse penser que le complot bamileke était le fruit de la paranoïa du régime d'Ahidjo. C'était aussi le fruit de la propagande des journaux français comme Le Monde. Le journal français Le Monde va affirmer qu'il y avait bel et bien eu un complot bamileke. J'ai trouvé pour vous un article du journal Le Monde qui parle de ce fameux complot bamileke. Si vous avez un abonnement au journal Le Monde, vous pouvez consulter l'article en question. Je vous mettrai le lien de l'article en description. Quelques années plus tard, la théorie du complot bamileke va être utilisée par le régime de Paul Biya, le successeur d'Ahidjo, afin de diviser la société camerounaise et ainsi mieux régner. En 1987, le Cameroun traverse une grave récession économique. Une récession qui pousse le peuple camerounais à être de plus en plus critique envers son gouvernement. Les Camerounais critiquent la monopolisation du pouvoir par les Sékans, le groupe ethnique de Paul Biya. Les Camerounais critiquent la malgouvernance du régime de Paul Biya. Hubert Mononjana, un professeur de philosophie et un partisan du régime de Paul Biya, remet sur la table le débat du complot bamileke. Il introduit un concept, l'ethnofascisme. L'ethnofascisme est la volonté de puissance d'une ethnie. Ce concept sera largement débattu tout le long de l'année 1987. C'était une manœuvre de diversion pour faire taire les critiques des Camerounais à l'endroit du gouvernement. Le but était aussi d'alimenter l'animosité que pourraient ressentir certains Camerounais issus d'autres tribus à l'endroit des bamileke. Le régime de Paul Biya remettait aussi sur la place publique le débat du complot bamileke pour faire oublier aux Camerounais la crise économique qui frappait le pays. Mais bon, je ne pense pas que cette tactique ait marché parce que les Camerounais vont continuer à critiquer la malgouvernance du régime de Paul Biya jusqu'au début des années 1990. Le régime de Paul Biya a aussi eu recours à l'utilisation de la théorie du complot bamileke pour tenter de diminuer l'influence de ses adversaires politiques. Le régime l'utilise en 1992 pour décrédibiliser aux yeux du peuple camerounais le challenger de Paul Biya,
John Funzi. Lors de l'élection présidentielle de 1992, le régime de Paul Biya accuse l'opposant John Funzi de s'associer à des Bamileke pour vouloir prendre le pouvoir et dominer les autres tribus. Un peu avant l'élection présidentielle de 2018 et pendant l'élection présidentielle de 2018, le régime a recours au même procédé pour décrédibiliser aux yeux des Camerounais un autre opposant, Maurice Kamto, un Bamileke. La candidature de l'opposant Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2018 sera une occasion pour le régime de remettre sur la table la question de la volonté de domination politique des Bamileke. L'année prochaine, en 2025, je vous ferai des épisodes où on va explorer en profondeur les élections présidentielles de 1992 et de 2018. Deux élections présidentielles très controversées, surtout celle de 1992. Durant ces épisodes, on reparlera du complot Bamileke ou du supposé complot Bamileke. Alors, je suis consciente qu'il y a des rivalités ethniques au Cameroun. Presque toutes les tribus camerounaises ont des griefs contre une autre tribu camerounaise. Le but de cet épisode n'est pas de faire passer une tribu comme la victime et de faire passer une autre comme le bourreau. Le supposé complot Bamileke est un sujet qui revient énormément dans les débats politico-sociaux camerounais. Le but de cet épisode est de vous renseigner sur l'origine du complot en question et de vous montrer comment l'État camerounais utilise ce prétendu complot pour manipuler l'opinion publique à son avantage, au lieu d'apaiser, voire d'éliminer les rivalités ethniques. Je tiens aussi à vous dire que les commentaires à caractère tribaliste ne sont pas les bienvenus sur la chaîne. Le tribalisme ne fait pas partie de l'ADN de la revue des griots. La vérité, la justice sociale et la morale sont les valeurs au centre de la revue des griots. Alors, si ce sont des valeurs qui te parlent, sois le ou la bienvenue sur la chaîne. La préparation de cet épisode m'a donné envie de vous faire un épisode sur la guerre du Cameroun. Ça me démange vraiment beaucoup les amis. J'ai envie de faire cet épisode. Bref, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse un épisode sur la guerre du Cameroun. N'oubliez pas de partager l'épisode d'aujourd'hui autour de vous les amis. Parlez de la revue des griots à votre entourage, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à vos tantes. Dites-leur qu'il y a une chaîne sérieuse, fiable sur YouTube qui parle de l'histoire politique du Cameroun. Une chaîne dont le but est de fédérer les gens autour de l'acquisition des connaissances sur l'histoire politique du Cameroun. Une histoire riche qui mérite d'être vulgarisée. À la prochaine histoire.